Alors là, il y a la leçon de piano. Ça fait pleurer. Et je crois que c'était Henri Fonda face à un enfant. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. Regardez ce film, parce que pas beaucoup de gens l'ont vu. Il faut suivre l'œuvre de Dupieux, parce qu'il sort un film par semaine. Alors moi je me disais, mais il me connaît pas, il me fait pas auditionner, c'est pas normal, c'est bizarre. J'ai passé 7 ans au Guignol et j'en ai un souvenir génial. Et donc le premier jour de tournage, je me dis, il va me virer. C'est un grand film, très très grand film. J'avais des posters de lui dans ma chambre. Bienvenue. Vous, c'est quoi votre rapport au vidéoclub et au format physique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé dans votre cinéphilie, quelque chose à laquelle vous avez grandi? Énormément, d'autant plus que moi j'habitais à côté d'ici. Donc je connais très bien ce vidéoclub et pendant de longues années je venais. Et c'est même très émouvant de revenir ici à la fois parce qu'on reprend contact avec des films en vrai et aussi parce qu'effectivement ça me rappelle des bons souvenirs où j'ai découvert beaucoup de films grâce à JM, moi, ici. Ouais. Donc c'est un rapport... très, très sincère, très affectif avec l'objet vidéo. Ouais, moi j'adore les DVD. D'ailleurs, j'en achète moi-même. J'aime bien avoir la chose dans la main. Puis c'est un peu la Madeleine de Proust de revoir tout ça. Ça me manque. Tous les samedis soirs, enfant, moi j'allais chercher la cassette ou le truc. C'est dommage. L'objet physique manque en fait. L'objet physique du film, ne serait-ce que visuellement pour repasser devant quand on est chez soi, de voir un film. Ça donne des idées. On se dit, ah tiens, j'aimerais voir ça. Alors que, je sais pas. Alors moi, il y en a un particulièrement qui a été un des films très fondateurs pour moi, c'est Le Temps des Gitans. Un film d'Emir Kusturica. C'est sur une musique de Goran Bregović. Et c'est une grande histoire d'amour. Et moi, c'est vrai que je sais pas pourquoi, c'est un film que j'ai découvert assez jeune et qui me bouleversait parce que je pense que c'était aussi un environnement, un univers qui était loin de notre quotidien. La découverte d'un monde, d'un peuple. C'est mes premiers chocs visuels de cinéma. Avec cette scène extraordinaire sur un lac, où il y a la musique du film qui démarre à un moment donné, ce jeune Perran comme ça, qui observe cette femme avec qui va se marier, Azra. Et c'est un moment inouï, vraiment qui me met les larmes aux yeux. Donc j'ai un souvenir vraiment très fort de ce film. Prix de la mise en scène d'ailleurs, tu vois, à Cannes en 1989. Immense metteur en scène. Voilà, le premier choc de cinéma. Moi, les cris et chuchotements, hein. Bon, c'est pas un film joyeux. C'est un film suédois. Je suis une grande fan de Bergman parce que mon père est suédois et ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu assez jeune. À quel âge tu as vu ce film ? J'ai dû voir même 10, 12 ans et c'est sur des sœurs, il y a une des sœurs qui est mourante, mais c'est esthétiquement absolument bouleversant et il y a cette image, une des plus belles images du cinéma où la servante étreint cette sœur mourante. C'est extraordinaire, c'est ça me donne des frissons. Puis, Asbestas, Marina Foïs. Déjà, c'est un immense film. C'est un film qui est très important, je trouve, parce que Sorogoyen a une proposition de mise en scène très forte. Et ce que fait Marina et Denis Ménochet, d'ailleurs, vraiment très étonnant. Et c'est la mise en scène du temps long qui s'installe aussi un petit peu de la découverte d'un univers, de personnages comme ça. C'est un peu un thriller, choc, je te conseille. Et Marina, effectivement, Marina, j'ai une affection toute particulière pour elle parce que c'est l'actrice de Papa ou Maman. Et je t'emmerde, toi. Aïe! Non, Mathias, ça suffit, pas de violence dans la maison. Avec Laurent Lafitte, qui est donc mon premier film. Et j'aime évidemment la manière dont elle a réussi avec Laurent dans Papa ou Maman à faire de la comédie sans jamais jouer la comique. Elle était toujours au service de la situation, que souvent ils réécrivaient des scènes avec Laurent, des dialogues et tout, mais ils avaient cette force de comprendre et on a essayé ensemble de faire en sorte que c'était d'abord la situation qui était drôle et pas le numéro de l'acteur qui devait faire que la situation devienne drôle. Ça c'est bien de dire ça par exemple. Voilà, j'ai adoré travailler avec elle sur Papa ou Maman. Elle a un côté très anglais d'ailleurs, je trouve. Un humour anglais comme ça, pince sans rire. Complètement. Elle est capable de dire des horreurs avec un sourire. Elle est très élégante, au même titre que Laurent. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce duo dans Papa ou Maman, en tout cas. Monsieur Pio Marmaille. Ouais, leur gueule de rat là, qui s'emmerde, ça me donne envie de crever, putain! Il faut suivre l'œuvre de Dupieux, parce qu'il sort un film par semaine, donc c'est toujours difficile de suivre. Mais ça fait partie des metteurs en scène très prolifiques en France, très intéressants à suivre. Et Yannick, Monsieur Pio, qui joue un comédien de théâtre tout interrompu par Raphaël Quenard. Pardon. Que dire de Pio Marmaille? Pio Marmaille. Non, mais moi je suis une grande fan de Pio Marmaille. Il a quelque chose de sa voix. Moi j'adore sa voix aussi. Je sais pas pourquoi, assez animal. Il y a une sensibilité comme ça. C'est ça, c'est à peu près ça.
Et puis bien sûr l'humour. Hein, mais Oui, il a un côté plein de verre choses. quand tu dis de fragilité, en même temps de force immédiate, Ouais. que je trouve très très intéressante avec Ouais. Pio. Et puis je trouve que c'est un acteur qui arrive à faire maintenant des choses très différentes, de plus en plus, et qui m'intéresse et avec qui j'ai adoré travailler évidemment. Vous n'êtes pas beaucoup vu en fait sur les Mousquetaires. Non, c'est pas beaucoup vu. On s'est découvert sur la promotion du premier volet. Ouais, moi j'étais très heureuse, très fan. Ouais. Alors. T'as vu Barbie? Non, j'ai pas vu Barbie. J'aimerais bien le voir. Ouais. Good night, Barbies. I'm definitely not thinking about death anymore. Barbie c'est fun. Moi c'est le Après, ça, principe. c'est les nouveautés. Donc, j'imagine qu'il y a un moment, quand on est en promo de film, on n'a pas forcément le temps d'aller au cinéma. Pas forcément le temps d'aller au cinéma, mais de suivre les films avec un tout petit peu de retard. Moi, j'ai vu l'autre jour L'amour et les forêts, que j'ai trouvé extrêmement réussi, de Valérie Donzelli, avec quand même Virginie Efira qui est Ah ouais. épatante, et Melville Poupeau aussi, qui m'a vraiment marqué. T'étais où? J'ai beaucoup aimé ce film, je suis rentré complètement dedans, en fait. J'avais pas lu le livre, mais j'ai trouvé ça très, très réussi. Tu l'as vu il y a pas Auria, longtemps, je crois. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Lina Coudry, mais j'avais beaucoup aimé Papicha. Ouais. Mais là, c'est un film très très féminin, féministe, et puis elle danse merveilleusement bien. J'ai même rêvé que je faisais la même danse que Lina, j'étais à fond dans le truc. Donc, ouais, à voir, vraiment. Super. Ah Ah bah là, oui, là, il y a du, Ha, là, il y a ha, du ha. classique. Ha, ha, L'homme ha. à l'harmonica. Qu'est-ce que tu peux dire de ce film, chère Eva? Fou. À quel Ah, âge moi, tu l'as découvert déjà, ce film? Ça, je sais pas, je l'ai vu plusieurs fois, ce film. C'était très spectaculaire, Ouais. parce que c'était des plans en plan séquence, et ces paysages comme ça dans le désert, et puis ces hommes comme ça en grand imperméable, qui nous rappellent d'ailleurs les Trois Mousquetaires. Ah bah ouais, moi j'ai plein de choses à dire évidemment là-dessus. Et Henri Fonda, moi il y avait une scène qui m'avait absolument, qui était un peu tabou. Je crois que c'était Henri Fonda face à un enfant. On pourrait plus faire ça aujourd'hui, hein. Ou qui finit par tuer un enfant quand même. Mais il y a ce temps avant, c'est presque. On se dit mais non, c'est un enfant, Ça c'est un n'arrivera film pas. américain. Enfin, ça va pas se passer. Enfin, un film italien plutôt, mais à l'américaine. Et paf, il ose. C'était d'une cruauté, mais il y a beaucoup de jubilation dedans. C'est très très particulier. Ouais. Moi c'est une image vaut mieux que 1000 mots. Quand on voit l'affiche de Il était une fois dans l'Ouest, ces visuels comme ça, ces mouvements de personnages de dos avec ces grandes capes. J'avoue que quand j'ai repensé aux Mousquetaires et quand Dimitri Rassam m'a dit un jour au restaurant qu'est-ce que tu penses si on faisait les Mousquetaires en 2023, avant de lui demander si c'était une blague, je me suis vite imaginé ce visuel de western. Parce que quand on pense aux Mousquetaires, on a l'idée de cette casaque, ce costume peut-être un petit peu désuet qui manquait pas de charme. Mais tout de suite, je lui ai dit si on le fait, il faut le faire en vrai. Il faut le faire avec des visuels qui soient sales, des gens qui soient salis par la poussière, la crasse, qu'on sente le vécu. J'avais des références très Marlboro Guy et Il était une fois dans l'Ouest. On reconnaît un petit peu avec Thierry Delettre qui a fait un travail formidable sur réinventer l'habit du mousquetaire. On a travaillé là-dessus. Et moi, j'ai la première scène qui est extraordinaire avec l'arrivée de Charles Bronson, l'homme à l'harmonica. C'est une scène avec un découpage qui dure 6 minutes. Et c'est juste l'histoire d'un gars qui se descend du train et qui parle à personne. Et je trouvais que c'était vraiment mise en scène très impressionnant. Et la musique, c'est La musique, enfin voilà, c'est mythique. des immenses classiques, mais qui nourrissent peut-être finalement un peu inconsciemment. Et avec du recul, on se rend compte à quel point on a pu pomper dans des références plus ou moins conscientes. De Servante, ça tu voulais parler. De Servante, moi je suis une grande fan de Dirk Bogarde. This is Barrett, Susan. Barrett, my fiancée, Miss Stewart. Hello. Evening, Miss Stewart. Shall I take your coat? No, I'll keep it on, thanks. J'avais été fascinée, c'est un peu noir encore une fois, excusez-moi, hein, par cette relation comme ça, sadomaso entre ce serviteur et ce maître. Et c'est un rapport très tourmenté. Il y a une ambiguïté sexuelle aussi. Mais c'est le jeu de Dirk Bogarde est très manipulateur. D'ailleurs un peu, enfin pas dans le genre Milady d'ailleurs. Mais il y a quelque chose d'assez inspirant. C'est double en fait. C'est double. Ouais. On ne sait jamais ce qu'il pense. Il y a encore une espèce de jubilation qui est en tout cas, tu l'as revu agréable. récemment? Non, je l'ai pas revu récemment, mais c'est reste. un acteur que voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Alors ça, je l'ai pas vu moi celui-ci. Whatever happened to Baby Jane? The postman says that's best to do. Je suis une grande fan de Bette Davis. J'adore la façon dont elle bouge. Il y a un côté extrêmement irrévérencieux. Et elle était tellement libre et moderne et complètement dingue.
c'est très osé d'avoir fait ça à l'époque, en tout cas, très casse-gueule, elle a peur de rien et elle est très drôle et c'était presque grotesque. Ah bah là, il y a coup de cœur cinématographique de jeunesse, coup de tête. Patrick Devers. C'est d'abord un grand film sur l'interprétation d'un acteur inouï, évidemment, qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué, comme énormément de gens, dans Série Noire, espèce de fragilité et de folie. Série Noire, il y a une scène étonnante où tout d'un coup il doit jouer, je ne sais pas si tu connais cette anecdote, où il joue l'énervement et il doit jouer comme ça, comment dire, la folie, et il est agacé, et il court comme ça, il tape la tête contre la voiture. Pauvre connard! Et en fait, il l'a fait de manière tellement sincère, tellement suicidaire presque, tellement forte, que toute l'équipe, Alain Corneau le premier, a dit « Mais attends Patrick, ça va pas ou quoi ? Fais vachement attention ». Et ils n'ont pas réussi à canaliser cette énergie, c'était tellement vrai. Et là, vraiment, il y a des scènes que je me repasse, qui sont sur YouTube, qui tournent en boucle, notamment la scène où il arrive au dîner, où tout le monde vient le célébrer, qui est une scène inouïe, avec Jean Bouise, qui joue le président de l'équipe de Trinquant. Et tout le monde est là, voilà, bah, c'est merveilleux et tout. Et là, il dit « Demain matin, je viendrai chez chacun d'entre vous et je me vengerai pour tout ce que vous m'avez fait. Demain matin, je déciderai. Et quand je sortirai de chez toi, ça sera de la cendre ou du petit bois. En tout cas, ça sera plus des meubles. » Il s'adresse comme ça à tout le monde. Et la performance d'acteur, avec la comédie qu'il y a, le moment qu'il y a. Je vous conseille de voir ce résumé sur YouTube, cette scène-là qui dure 6-7 minutes, avec le serveur qui arrive avec son plateau qui tremble et qui repart en arrière et tout. Et lui est fou. C'est vraiment un film d'enfance. Bon bah, De battre mon cœur, hein, ça c'est... Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il a une intensité dans tous les plans qui est démente, Romain, là-dedans. Il est en tension. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de bouger. Il est tout le temps en train d'être traversé par le trauma de son histoire. C'est un grand film. Très, très grand film. J'ai tourné mon deuxième film avec Romain, qui s'appelait Arsène Lupin. Prends-le-moi. C'est tout ce qui me reste de ma mère. Ça tombe bien, je ne l'ai jamais aimé. Et on s'était pas revus depuis 20 ans, je crois. Ah ouais, à ce point ? Ah ouais. Donc c'est très émouvant. Enfin, j'ai l'impression que c'était hier, hein, mais c'est un truc de vieux de dire ça, mais c'est dingue. Ouais. Ah, Romain, ça fait partie des acteurs français, je trouve. Moi, j'avais travaillé avec lui sur Eiffel, qui me passionne parce que je trouve que comme il entretient un petit mystère autour de sa personne, et il fait bien d'ailleurs, c'est un acteur qui, je trouve, arrive à chaque fois à nous faire croire à l'histoire qu'il raconte. Il est totalement caméléon. Moi, dans Vernon Subutex, dans Aramis, j'espère, dans tout un tas de films, dans Le règne animal qu'on a vu il y a pas longtemps, qui est extraordinaire. Extraordinaire. Je sais que tu as beaucoup aimé ce film. Ouais. Très, très poétique et audacieux. Voilà. Et donc, voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup et un garçon délicieux dans la vie d'ailleurs. J'ai mis une adaptation des Mousquetaires. Alors, et pas vraiment une adaptation d'ailleurs, le film de Tavernier. C'est une liberté. En garde, passe arrière, pendez. Pour la petite histoire, mon père a travaillé avec Bertrand Tavernier pendant une 30aine d'années. C'était son producteur, donc j'ai grandi moi avec Bertrand à la maison presque. Et c'est un scénario de Ricardo Freda, totalement libre, assez léger et en même temps très imaginé sur ce que pourrait être la fille d'Artagnan. Et voilà, j'ai une affection particulière pour ce film parce que j'avais 12-13 ans quand j'étais sur le tournage de ce film, à Sarlat. Et comment m'imaginer à 12-13 ans qu'un jour je me retrouverais à faire 2 mousquetaires, ça c'est évidemment impossible. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de charme et puis Sophie Marceau était quand même très belle et je trouve ça mignon comme idée, la fille de d'Artagnan, je trouve ça beau. Et voilà, et puis on se lassera jamais de la voix de ces acteurs comme Philippe Noiret, Claude Rich. Voilà, c'est un de mes regrets, moi, que Bertrand, dont j'étais finalement assez proche, n'ait jamais vu Les Mousquetaires. Ça m'aurait plu de lui montrer. Il y a l'un de vous deux qui avait choisi Les choses de la vie, je crois, non ? Ouais, mon coup de cœur, moi. Si vous voulez relire votre contrat, vous verrez qu'il existe... Mais mon contrat, je peux vous le balancer par la figure ! Tu te rappelles de ce film ? Oui, je l'ai vu il y a très longtemps. Bah ça, je le vois une fois par an. Ah ouais. Vraiment, ça fait partie des films... Il y a la musique de Philippe Sard, déjà, avec la chanson d'Hélène, qui est absolument sublime. Il y a la voix de Michel Piccoli. Vous lui dites qu'elle est attendue ce soir à Rennes. Et puis, il y a une grande modernité à l'image. Tout l'accident de voiture au début, la manière dont c'est construit au montage, je trouve que c'est assez audacieux, assez techniquement difficile, et ça crée quelque chose de fort. Et en même temps, c'est un film sur une histoire d'amour qui est démente. Ouais, c'est un cinéma qui compte énormément, je trouve. Ah oui, Adèle Lâche, Ah oui. Adèle Lâche, Madame Isabelle Adjani. Eh bien voilà, j'ai une nièce en France à laquelle je suis très attachée. C'est une jeune fille un peu trop romanesque. Oui, c'est un film que j'ai vu assez jeune et qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Enfin, j'étais fascinée par cette performance où elle va au bout du bout, dans cette fièvre passionnelle. Elle est crue dans ses émotions. Enfin, on ne décrit plus Isabelle Adjani, elle est mythique, hein, mais extraordinaire, ouais, vraiment.
Bah, moi, je vois un film avec Roche Dizem, qui est un acteur que j'aime beaucoup, avec qui je vais avoir la chance de travailler dans mon prochain film, qui s'appelle 13 jours, 13 nuits. Et ce film est très réussi parce que Desplechin, c'est toujours intéressant. Où est-ce qu'on va là? À la Madeleine. Tu vas dormir là-bas. Très fort, je trouve, en analyse sociétale et comment il arrive à y mettre beaucoup de mise en scène à chaque fois. Et Rochdy, c'est merveilleux parce que c'est la science de la présence, quoi. C'est-à-dire qu'il se joue beaucoup de choses sur son visage, sur sa manière d'être, sur sa manière de se déplacer dans l'espace. Et c'est un acteur qui exprime énormément de choses sans en faire trop et en même temps qui a beaucoup, beaucoup de nuances et de subtilité à chaque fois dans ses propositions d'acteur. Donc je suis ravi de travailler avec lui. Là, il y a un petit DVD dont je voulais qu'on parle, parce que je pense que les gens ne le savent pas, que Martin a travaillé sur une émission culte. Non mais non. J'ai passé 7 ans au Guignol et j'en ai un souvenir génial. De 2007 à 2013 à peu près, je faisais partie de l'équipe des réalisateurs des petites fictions, des sketchs. D'accord. Donc il y avait le JT tous les soirs et à l'intérieur de ces JT, il y avait des petits films parodiques d'1 minute 30, 2 minutes. Et j'en ai fait 150 moi quand même en 7 ans parce qu'on était une dizaine de réalisateurs. Et alors c'est une école de la comédie absolument merveilleuse parce que le matin on arrive, il y a quand même des marionnettes en latex posées sur la scène, sur la table. Et là on te dit il va falloir que ça soit drôle. Wow. Et en même temps c'est génial parce qu'il y a quand même des marionnettistes qui sont des acteurs à l'intérieur des marionnettes. Et c'est l'apprentissage du découpage, du rythme. Pour la comédie j'entends et pour même l'histoire, c'est des sketchs qui sont courts. Et j'ai énormément appris grâce à Yves Le Roland, le directeur artistique aussi que je salue, qui est un homme qui m'a beaucoup appris. Et c'est vrai que tout d'un coup il y a un gros plan, ça exprime pas la même chose qu'un plan large, qu'un plan moyen. Un acteur, j'allais dire, mais une marionnette qui dit une phrase en mouvement, c'est pas la même chose que s'il l'a dit arrêté en regardant quelqu'un dans les yeux. Et voilà, donc Chirac. Est-ce qu'il y a un making-of? Moi, j'aimerais bien voir. Ah non, mais il y en a plein. Les acteurs, dans les trucs. Tout est manipulé en hauteur. Donc déjà, faut se rendre compte que c'est quand même très particulier parce qu'il y a des bustes, il y a rien en dessous. Donc on imagine les déplacements avec du son, de la voix. C'est vraiment tout le charme du cinéma, quoi. C'est-à-dire que les marionnettes qui marchent, évidemment, elles ne marchent pas parce que je te dis, en dessous de ça, il y a rien. Donc c'est le bruit des pas. Et en fait, ils sont manipulés comme ça. Donc, ça veut dire que les tables qu'on a, nous, les tables, les bureaux et tout, sont à cette hauteur-là. Donc, quand tu arrives le matin sur le décor, tout est à hauteur levée de bras. Mais il faut faire un film là-dessus, moi, je trouve. Ah, mais il y en a. Mais c'est merveilleux comme école. Et les textes des auteurs, voilà, moi, je suis arrivé en 2007 jusqu'en 2013. J'en ai un immense souvenir. Un poisson de Vanda. Je sais pas quand est-ce qu'est sorti le film, en 90. Dans les années 80. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Ouais, voilà. Et moi, c'est vrai qu'avec mon frère, alors c'était en version VF. Ouais. J'admets, moi j'avoue. aussi. Mais elle était cool, la version VF. Elle était hyper bien traduite et tout, et les voix étaient quand même marrantes. Et je pense que ça faisait partie des cassettes, c'est que t'as à la maison chez toi avec tes parents. Mais je sais pas, on a regardé 45 fois ce film. Ah ouais, moi aussi. Avec des scènes démentes, avec Kevin Kline qui, à un moment, fait l'amour avec Jamie Lee Curtis et il souffle dans une botte comme ça, assis sur elle, on sait pas pourquoi. Ah oui, et puis le Monty Python, là. Bah oui, John Cleese. Extraordinaire. En anglais coin-sauce, comme ça, il était tellement drôle. John Cleese et puis le monsieur qui bègue là, qui était formidable avec Otto qui lui flingue ses chiens à chaque fois. You want me to get a big qui bouffe des petits poissons. Jamie Lee Curtis qui était quand même très sexy. Très sexy, ouais. Très drôle. C'est complètement barré ce film. Bah voilà, je crois que c'est une comédie culte, hein, on peut dire ça, non? J'ai essayé de le remontrer à mes filles, qui sont plus jeunes. Ça a moins accroché que ça, parce que le rythme est quand même un peu particulier. On sent que l'énergie est pas la même qu'aujourd'hui. Ils m'ont dit, ouais, c'est sympa. Je me suis dit, mais comment ça, c'est sympa? C'est un film culte, c'est extraordinaire. Mais bon, elles ont un peu rigolé quand même. Je crois que c'est un film que tu aimes énormément. Une femme sous influence. Une femme sous influence. Hey, don't be sad. I know you love me. Bah oui, Gina Rowlands quand même, qui est unique et incroyable, impulsive. Elle a une façon une physicalité dans le film qui est une grâce, une folie, c'est très unique. J'ai jamais vu ça de ma vie et je sais, c'était très intéressant parce que c'est la façon de filmer aussi qu'il avait, qui était très plan séquence, beaucoup d'improvisation, beaucoup de folie aussi. Ouais. Puis c'est vraiment la captation du naturel et de. Aujourd'hui, je pense que c'est une liberté de cinéma qu'on aurait presque encore du mal à continuer à faire aujourd'hui, c'est que c'est des scènes où il se passe entre guillemets rien, mais qui sont des scènes de vie magnifiques, pendant 6-7 minutes, des scènes de repas où ils se regardent, ils s'affrontent. Keshish fait ça aussi maintenant, je trouve, dans un certain cinéma, ce qu'il faisait avec La Graine et le Mulet, avec plusieurs films, même Maïwen, enfin il y a d'autres cinéastes qui s'emparent de cette captation du réel avec beaucoup de naturalisme. Donc, alors là, il y a la leçon de piano, ça fait pleurer. Hein. We can't leave the piano.
D'ailleurs, j'ai fait une mini-série qui s'appelait The Luminaries et j'ai tourné sur cette plage en Nouvelle-Zélande. C'est où? C'est en Nouvelle-Zélande? C'est en Nouvelle-Zélande, ouais. C'était extraordinaire. Mais bon, c'est un film tellement poétique, lyrique, à tout point de vue très sensuel, sur le désir féminin aussi. Moi, je me souviens surtout de cette scène aussi où elle joue du piano. Il y a Harvey Keitel qui est en dessous du piano. Il passe son doigt dans un petit trou. Dans un petit trou. Ouais, c'est très magnifique. C'est un tout petit contact de son doigt avec la peau, mais il se passe quelque chose de très fort. Très, très sexy, magnifique. Et puis quand même, bon, on peut spoiler, le moment où le piano part à l'eau à la fin, et qu'il y a ce plan où elle met la jambe dans la corde, elle s'en fait embarquer avec sur la musique de Michael Nyman qui est extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, je sais le jouer ce morceau. Tu sais jouer ce morceau-là? Ah ouais. Bravo. Tim Burton. I'm going to spend every day the rest of my life looking for her. That or die alone. Damn, kid. J'étais absolument obsédée par Beetlejuice, enfant. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. Édouard aux mains d'argent. J'étais absolument fanatique. Et les dieux m'ont mis ce monsieur sur ma route et ça a été... Tu te souviens de la première fois que tu l'as rencontré? Ah oui, ouais. Comment c'était? C'était pour le casting de Dark Shadows, le rôle d'Angélique Bouchard. Et c'était dans sa maison à Londres. Et il y avait du tonnerre, je me souviens, un orage. Je me suis dit, ça y est, on est dans l'ambiance, dans le truc. Il avait tout prévu, quoi. Et il parlait beaucoup avec ses mains, très timide, extrêmement émouvant. Enfin, comme on peut l'imaginer, quoi. Il m'a pas fait auditionner. Alors moi, je me disais, mais il me connaît pas, il me fait pas auditionner, c'est pas normal. En plus, il y avait un accent américain. Donc je me dis, mais attends, c'est bizarre. Hein. Et donc le premier jour de tournage, je me dis, il va me virer, il va se rendre compte qu'il y a un problème. Et t'as dit, c'est toi que je veux, avec qui je veux travailler. Ouais, c'était très étrange. Mais enfin, étrange bien, quoi. Voilà. Moi, je vois que vous avez White Bird ici. Oh well, we tried. Et on a tourné ça super rapidement. Je crois que j'ai tourné 2 semaines. Ah oui. On était dans un hangar. C'est un très très petit budget. Et je jouais une femme qui était plus âgée que moi, la mère de Shailene Woodley. C'était intéressant. C'était un personnage assez dérangé et en crise existentielle. You don't like this skirt and I don't care. You don't like this skirt and I don't. Get your goddamn hands off! J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film, voilà. Donc regardez ce film, parce que pas beaucoup de gens l'ont vu. Là, c'est extraordinaire. Heure. Hey, how's it going? Good. Any emails today? Just a couple from your credit card company. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Il y a joué Kim Phoenix, hein. Donc ça déjà, il y a énormément de choses. Il y a une direction artistique qui est très très forte. Et je trouve que c'est un parfait équilibre entre une proposition de cinéma assumée qui prend de la place dans la mise en scène, dans la direction artistique, dans les couleurs, voilà, c'est visible, il me semble, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et d'un autre côté, ce que je trouve parfaitement réussi, c'est que c'est complètement intime aussi. C'est-à-dire que c'est la place que prend la mise en scène, le cinéma, l'image, la couleur, ne bouffe en rien ce que traverse ce personnage, cette histoire d'amour qu'il vit avec cette jeune femme qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vue. Et je me rappelle de cette scène, moi, à la fin, au téléphone, il dit « Mais vous êtes combien, là ?» Et je ne sais plus, elle sort un chiffre, c'est un chiffre dingue, où en fait il se rend compte que cette histoire, cette relation qu'il vit à distance avec cette jeune femme, il est évidemment pas le seul à la vivre, et qu'ils sont 28 574, ou je sais pas combien, c'est complètement dément. How many others? 8,316. Ouais, c'était un grand film, j'avais trouvé. Ça, c'est un de tes films de chevet, je crois. Oui, j'étais une très grande fan de Liaison dangereuse de Monsieur Malkovich. Listen to me. You've given me great pleasure, but I simply cannot bring myself to regret leaving you. It's the way of the world. J'avais été très impressionnée par sa performance, son côté un petit peu serpent et très séducteur, sadique, et en même temps, vers la fin, qui a une sensibilité comme ça. J'avais des posters de lui dans ma chambre. Et d'ailleurs, encore, ça rappelle un peu les Trois Mousquetaires dans le côté peut-être, pour Milady, dans le côté manipulateur, etc. C'est des inspirations, en tout cas. En parlant d'inspiration et Trois Mousquetaires, moi, il y a des films, alors on va dire, mais pourquoi il dit un truc pareil, ça n'a rien à voir. Inspiration Trois Mousquetaires, Elephant. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bon, alors il faut vous expliquer, parce que c'est vrai que Elephant, c'est un film, c'est un peu banal, hein, évidemment, il a gagné la Palme d'Or.
Ça m'avait bouleversé par l'exploitation de la grammaire du plan séquence et du temps réel, de la narration dans le temps long. La manière dont on suit pendant 5-6 minutes ces personnages qui, sans le savoir, vont vers un destin tragique parce qu'il va arriver cette tuerie de Columbine. Et c'est un film qui m'avait complètement marqué par ses grands mouvements de caméra, ce temps long en fait. Et puis cette immersion du temps réel, moi j'ai modestement essayé de la proposer dans Les Trois Mousquetaires. C'était une des premières choses que je me suis dit quand j'ai essayé d'aborder ce film. On le voit à la fin dans le combat entre D'Artagnan et Milady, c'est toujours d'avoir l'impression de proposer de filmer les scènes d'action en temps réel, pas pour l'exploit technique, mais de se dire l'action, je voudrais pas qu'elle soit vue, mais je voudrais qu'elle soit vécue. Je voulais que le combat entre Milady et D'Artagnan, dans le deuxième opus, est en plan séquence et on est au contact des personnages, il n'y a pas de coupe. On est vraiment dans le temps long, on trouve ça long, on se rend compte que la chaleur, la première scène où les 4 garçons se battent dans la forêt aussi avec tous les hommes du cardinal, je trouvais ça beaucoup plus juste d'être en contact du personnage de D'Artagnan dans le point de vue de François, plutôt que d'avoir une caméra à l'extérieur et d'assister à une scène de manière plus objective. Je ne sais plus quel cinéaste disait, finalement, quand un personnage ou un acteur rentre dans une pièce, il y a 2 manières de le filmer, ou la caméra est à l'intérieur de la pièce et on attend qu'il rentre, ou alors elle est dans son lot et on rentre avec lui. Ben voilà, moi j'ai essayé en permanence de rentrer avec l'acteur dans toutes les scènes des Mousquetaires. Donc voilà, inspiration des Mousquetaires, on se raconte des choses comme on peut. Et Y revenant un peu plus proche aussi, en scène d'action, en plan de séquence et avec la narration du temps long. Ah oui, Masque de fer. Donc en parlant des Trois Mousquetaires... Ouais. Et bon, le film n'est pas dément, mais moi, l'anecdote que j'ai là-dessus, c'est que j'ai servi des cafés quand j'avais 17 ans. Ah oui. J'étais obsédée par Leonardo DiCaprio, donc j'avais trouvé une façon de m'introduire sur le tournage. Donc je regardais Leonardo comme ça, comme une nouille, et je servais des cafés. Et j'étais très très impressionnée par c'était Hollywood. C'était où le tournage ? C'était en France, hein. C'était à Vaux-le-Vicomte beaucoup, en dehors de Paris. Donc ça, c'était c'était mon côté fan. Hein. Voilà. Oh, Elephant Man. Elephant Man, ouais. We'll bring you another breakfast. I'm sure you must be very hungry. Elephant Man, ça c'est un des films qui m'a le plus déchiré, l'histoire de John Merrick. La vraie personne a écrit des poèmes. C'était vraiment un homme, une âme de poète extrêmement touchant. Et puis, bon, évidemment, c'est un film qui montre comment la société voit les gens différents, les freaks. Puis cette voix que John Hurt avait pris, qui était très 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 vibrante et fragile. I like the way you arrange the pictures on the mantelpiece. Oh, thank you. Enfin, bon, j'ai envie de pleurer juste en parlant de ça, mais c'est incroyable. Ouais. Vous avez mis un film de Bertolucci, on aurait pu mettre Dreamers, je ne sais pas s'il est là. Dreamers. C'est quand même un film où Eva et Louis, pour ceux qui n'ont pas vu, est magnifique, ils sont beaux comme tout. Je ne sais pas si tu as revu Dreamers. Ah non, j'aurais un peu de mal à revoir. C'est une expérience formidable, mais c'est un peu... C'est une belle expérience ? C'est une des plus belles expériences que j'ai eues. Enfin, c'était mon premier film, il y avait une osmose totale avec Louis, Michael Pitt. Et vous êtes laissé embarquer dans tout ce qu'il vous a demandé de faire. Oui, il y avait une totale confiance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin, on est assez dénudés et tout ça. On s'est beaucoup amusé. On sortait le week-end ensemble, même avec Bernardo, qui nous racontait des histoires de musique, de films des années 70 et tout ça. Enfin, c'était extraordinaire. C'était super. Je vous recommande de revoir ce film, Dreamers. Corsage. Ah oui. Nous voyons Corsage avec Vicky Krieps. Ouais. Ah ouais, ça c'est un film... Immense performance de Vicky. Immense performance, immense actrice. Ouais. Il y a comme ça des éléments un peu anachroniques, irrévérencieux, comme un doigt d'honneur à un dîner comme ça au château. Avec sa cigarette aussi. Avec sa cigarette. Ça fait un peu écho à Milady aussi. Je trouve dans le sens où c'est une rebelle dans son temps, elle est étouffée comme ça, littéralement dans son corset, étouffée par les conventions. Donc c'est une femme très très moderne et oui, un film féministe. Hein. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Il y a plein de films, on pourrait s'arrêter des heures. Ça, c'est dingue.